Allez, Edver, tu sais très bien que je vais avoir besoin de toi. Tu possèdes des qualités que moi, je n'ai pas. Mais je pensais m'être fait compris. Non, je n'enregistrerai pas ton combat contre tes amiibo. C'est pas que je suis contre les Skylanders, mais j'ai autre chose à faire. Puisque c'est ton choix, ben, je vais continuer seul à étudier les jeux de Nintendo. Ah, justement, tes vidéos Fatal Game là. C'est bien, mais tu devrais chercher ailleurs. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est trop bête de se limiter juste aux jeux Nintendo. Il n'y a pas que qui ont fait évoluer le jeu vidéo. Tu peux parler de, je sais pas moi, Capcom avec la série des Resident Evil. C'est que je n'ai jamais joué à un de ces jeux. Alors là, c'est grave. Tu passes à côté de quelque chose. Ben, je suis pas trop branché aux jeux d'horreur. J'aime pas ça. Ne me dis pas que t'as peur de simples zombies, des hunters, des leakers. Eh, le Nemesis, franchement, il est sympa. C'est un pote, je te le présenterai un jour si tu... Non merci, non merci. Bon, d'accord, je vais faire du Resident Evil. Alors, tu devrais commencer par le 4, celui qui est sorti en 2005 sur GameCube. Tu veux que je fasse le 4? Ouais. T'as choisi celui-là pour que la vidéo soit en tendance avec la sortie de son remake, c'est ça? Eh voilà, exactement. Bon allez, moi je te laisse, j'ai une mission à finir. Bon, ok. Go RE4. Ah, quelle aventure ce jeu! Bon, au moins je l'ai fini. Salut à vous les maîtres du portail, les zombies et tout autre. Aujourd'hui, c'est Resident Evil 4 de 2005 au menu. Et mon dieu, j'ai plein de choses à vous raconter à son sujet, surtout sur son développement. Mais avant d'en parler, un petit contexte s'impose. Tout commence en 1993. Capcom lance le développement du premier Resident Evil. À la base intitulé Biohazard, le jeu devait être un remake de Sweet Home, un jeu de la Famicom dérivé du film d'horreur japonais du même nom. Parmi les grandes têtes du projet, Shinji Mikami, concepteur designer chez Capcom depuis sa candidature en 1990. Il a bossé sur le Aladdin de Super Nintendo et Goof Troop. Bien que ces jeux aient marché, Mikami était contrarié, car ce qu'il voulait faire, ce sont des jeux de course. Il avait travaillé sur le développement d'un jeu de Formule 1 pour la Game Boy, mais il a été annulé après 8 longs mois de développement. Depuis, Mikami considérait que travailler sur Aladdin ou Goof Troop fut une punition pour sa mauvaise gestion sur les jeux de course. En 1995, il est embauché par Tokuro Fujiwara, réalisateur de Sweet Home et en pleine production de Resident Evil. Il travaille sur l'écriture du scénario, créant les personnages du groupe Stars, Umbrella et tout le bestiaire des ennemis. Shinji reprend des idées de films d'horreur, principalement d'un film qui l'a énormément déçu, Zombie 2, un film de 1979 réalisé par Lucio Fulci. Son but était d'en faire un jeu sans aucun des défauts du film, et en même temps une réponse de sa déception envers ce film. À sa sortie en mars 1996, le jeu devient un phénomène. C'est la naissance d'un nouveau genre, le Survival Horror. Devant ce succès, Shinji Mikami est désigné en tant que producteur pour la suite, Resident Evil 2. Le jeu subira des retardements dus à la réécriture du scénario. Puis c'est au tour de Resident Evil 3, Nemesis en 1999. La licence cartonne et attire de plus en plus de joueurs vers la console de Sony. Capcom restructure alors sa boîte en plusieurs départements de développement. Mikami devient le directeur général de Capcom Production Studio 4, regroupant tout le personnel ayant travaillé sur les 3 jeux. À sa place, on se sentirait tout fier d'avoir gravi les échelons et d'être le créateur d'une série qui fonctionne. Mais ce n'est pas ce que voulait Mikami. Ce qu'il adorait, c'était de gérer la créativité du jeu dans tous ses aspects, que ce soit l'histoire, les personnages ou le gameplay. Maintenant qu'il est le directeur général, il ne peut plus consacrer tout son temps à cette partie, et doit gérer l'ensemble de l'équipe de développement. Et vous allez voir qu'en étant plus affecté à l'écriture du jeu, cela va causer de sérieux problèmes pour la suite. Peu de temps après RE3, Mikami déclare qu'une suite à la série est en cours pour la prochaine console de Sony, la PlayStation 2. Le développement de Resident Evil 4 est sur le point de commencer. Et il va prendre plus de 6 ans.
Sa réalisation fut chaotique due à une pression de Capcom qui voulait hyper les joueurs. Il connaîtra pas moins de 4 versions avant sa version finale. La première version est appelée Underworld. Au début, la réalisation est dirigée par Hideki Kamiya et l'écrivain Noboru Sugimura, tous deux ayant travaillé sur l'écriture du deuxième épisode. Au cours du développement de ce dernier, Kamiya fut mal apprécié par Mikami pour son mauvais niveau d'écriture. Sugimura fut alors appelé en secours pour corriger tout ça. Depuis, les deux s'entendent plutôt bien et ont appris de leurs erreurs. Surtout Kamiya. Ils partent dans l'idée de construire une aventure sur un thème coolness, avec plus d'action. Il est question d'obtenir des animations plus fluides pour un résultat plus classe et plus réaliste. C'est à partir de là que les plans de caméra des opus précédents vont être abandonnés pour adopter un système de caméra dynamique, afin de rendre les actions du personnage jouables, plus courageuses et plus héroïques. L'équipe ira faire un voyage de 11 jours au Royaume-Uni et en Espagne pour photographier toutes sortes d'objets gothiques, de briques ou de pavés pour les textures. Mais Mikami s'oppose, il n'apprécie pas le changement d'ambiance que souhaitent apporter les développeurs, ceci s'éloignant des racines du survival horror de la série. Néanmoins, il propose au personnel de créer avec ceci un autre jeu indépendant, ce qui donnera une nouvelle franchise, Devil May Cry. Ça commence fort, RE4 n'a même pas sa première brique posée qu'une nouvelle série voit le jour par ce premier développement. Pendant que Devil May Cry cartonne, RE4 est alors mise à l'arrêt jusqu'en fin 2001. C'est la version dite brouillard, dirigée par un certain Hiroshi Shibata. Quelques éléments scénaristiques de la version finale se retrouvent dans celle-ci, comme la mention d'un château en Europe, le personnage de Léon Kennedy et son infection par un nouveau virus. Umbrella était à nouveau le protagoniste et Léon devait s'infiltrer dans leur quartier général en utilisant un mystérieux pouvoir qui lui a été injecté dans sa main. En novembre 2002, alors que le jeu est à 40% de sa création, c'est le Capcom 5, une annonce de 5 jeux produits par le studio pour la GameCube, dont Resident Evil 4. En effet, Mikami a conclu un accord avec Nintendo pour promouvoir les nouveaux titres de Capcom sur leur console. À la base prévue pour la PS2, ce sera pour la GameCube. Face à cette nouvelle, l'équipe rencontre des difficultés. Il était prévu que le jeu soit très angoissant et très mystérieux dans un environnement entièrement entouré de brouillard et habité par une entité appelée le Black Frog. Une masse flottante de tentacules et de brouillard qui consomme beaucoup trop de données, ce que la GameCube ne pourra pas supporter. Et comme cette entité faisait partie de l'intrigue, hop, retour à la case départ, on doit écrire un nouveau scénario. Succède alors la version Hookman. Elle est nommée ainsi car un personnage fantomatique armé d'un grand crochet était ajouté parmi les monstres à affronter, mais il disparaîtra dans les versions suivantes. L'intrigue voulait que Léon soit confronté à des esprits surnaturels, des hallucinations et autres phénomènes paranormaux, le tout avec des plans de caméra tremblantes et une colorimétrie bleue angoissante. Mais tout ceci ne réussit pas à impressionner Capcom. Quelques mécanismes du jeu comme la caméra de dos et le viseur laser de l'arme furent ajoutés et seront sauvegardés jusqu'à la fin du développement. Pendant l'E3 2003, Capcom présente 5 minutes de cette version sur le DVD Biohazard 4 Secret. Lors de l'introduction de cette bande-annonce, Mikami assure aux joueurs que le développement se déroule sans grande difficulté et promet que le jeu sera plus effrayant que les épisodes précédents. Vous le sentez, hein? La panique à venir dans le studio. On passe alors à la version hallucination. On a peu d'infos sur ce projet. La construction de l'histoire a été un calvaire. En voulant toujours garder les phénomènes paranormaux, plusieurs trames, scènes et intrigues ont été abandonnées. En 2012, le scénariste de Resident Evil 3, Yasuhisa Kawamura, a affirmé être responsable de l'écriture de cette version. Avec Sugimura, il voulait rendre le jeu plus effrayant comme l'avait promis Mikami. Il avait suggéré de reprendre une scène du film Lost Souls où le personnage principal se retrouve soudainement dans un bâtiment abandonné avec un tueur en cavale qui aurait dû être le Hookman. Mais Mikami, encore une fois, n'a pas apprécié cette version et l'a rejetée. Vous l'aurez compris, le développement du jeu est très lent. Plusieurs scripts sont rejetés, des modèles 3D abandonnés car ils utilisaient trop de RAM de la console. Plusieurs membres de l'équipe s'ennuient et ont quitté le projet pour en rejoindre d'autres. Bref, c'est la panique à bord. Et même si plusieurs éléments de la version finale comme des modèles d'adversaires, des décors et quelques petites variétés dans le gameplay ont été produits, le scénario n'est toujours pas construit. C'est comme si vous aviez plusieurs ingrédients de cuisine mais que vous ne savez pas comment les utiliser pour obtenir votre résultat final. Mikami se voit dans l'urgence de prendre les fonctions de direction, remplaçant Shibata. Cette fois-ci, l'enjeu est gros. Capcom veut à tout prix des résultats définitifs.
Depuis 1998, quelques jeux de la licence sortaient, à savoir les Survivor, le remake du premier et d'autres titres totalement secondaires sur PS2. Mais la vente de copies ne dépassait pas les attentes de la boîte. Et à ce moment-là, Resident Evil 0 ne s'était pas très bien vendu. Ils mettent donc la pression sur le projet. Aucune reprise à zéro. La direction veut que le jeu soit terminé à temps et qu'il se vende bien. Sinon, c'est le mot d'adieu pour Resident Evil. Mikami déclare alors que RE4 doit être un bon jeu d'horreur et surtout d'action. Non mais c'est quoi ce foutage de gueule? Au début tu étais contre le fait qu'on ajoute d'autres scènes d'action et maintenant tu en veux. Mais sérieux Mikami, mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Telles a dû être les réactions de toute l'équipe. Il cherche à renouveler la série. Tout d'abord, il veut passer à un nouveau système de jeu, car il se dit très déçu du système actuel qui est plus ou moins le même, surtout après avoir joué à Resident Evil 0. Sauf que des membres du personnel ne sont pas en accord avec le nouveau système du jeu. Depuis le début, l'équipe se querelle entre ceux qui veulent partir sur une 3D innovante et ceux qui veulent rester sur l'ancien modèle 2D et 3D de la PS1. Une bonne partie de l'équipe est déprimée et il fut très difficile de les motiver après que l'orientation du jeu fut changée pour avoir plus d'action. Mikami a donc pris les choses en main et s'est mis à travailler sur presque l'intégralité du jeu. En 3 semaines, il écrit toute l'histoire sur une intrigue qui n'inclura pas Umbrella, préférant parler d'une secte malsaine et d'un parasite. Il finalise le mécanisme du système de caméra sur l'épaule. Avec ce nouveau système, il aborde plusieurs séquences de combat élaborées pour proposer aux joueurs un défi amplifié. Il remplace les classiques zombies par un nouveau type d'ennemis, les Ganados, avec une intelligence développée où il suivrait des instructions et poursuivrait le joueur partout, y compris en escaladant des échelles ou des fenêtres. Enfin, après tant de galères et tant d'attentes, le jeu est annoncé le 31 octobre 2004. Sa date de sortie est le 11 janvier 2005. Les retours des joueurs et de la presse arrivent, et c'est une réussite totale. 1 250 000 unités vendues dans le monde en un an. La version PS2 fera 2 millions. Les critiques sont très favorables. Le jeu gagnera 3 récompenses. Jeu de l'année, meilleur graphisme, meilleur jeu d'action. Au final, 11 millions d'exemplaires seront vendus. Sa version PS2 viendra quelques mois après sa sortie, puis sur la Wii. Pour ma part, j'ai joué à la version GameCube, que je trouvais un peu plus jolie et plus maniable que sa version PS2. Faisons un résumé de l'histoire, si vous le voulez bien. Nous sommes en 2004 et nous incarnons Léon Kennedy, chargé de retrouver Ashley, la fille du président, soi-disant aperçue pour la dernière fois dans un village en Espagne. Et comme tout bon jeu d'horreur qui se respecte, ça tourne mal. À peine le premier villageois croisé, l'entièreté du village sous le contrôle d'un parasite, Las Plagas, veut notre mort. Vous avez complètement perdu la tête ou quoi? Possible. En fouillant le village, on tombe sur Luis Serra, ancien chercheur au compte des Illuminados, dirigé par Palpa Sadler. Luis apparaîtra 1 ou 2 fois sur notre chemin, jusqu'au milieu de l'aventure où il mourra par Sadler. Perso peu développé, ce qui ne sera peut-être pas le cas d'après les trailers du remake où il pourra nous accompagner. Très vite, on fait la rencontre du marchand, l'un des personnages, si ce n'est le plus charismatique de cet épisode. Tu le croises une salle sur 3, il te propose tout un arsenal à vendre et à améliorer. Il est prêt à acheter tous les objets de valeur que tu as ramassés dans les niveaux. Et si l'envie te prend, tu peux aller jouer à son jeu de tir pour gagner des bouchons de bouteilles comme récompense. Alors devant tant de bonté, je n'ai aucune intention de lui faire du mal. C'est pas le cas pour moi. Bref, on traverse le village en affrontant toutes sortes de monstres géants jusqu'à libérer Ashley. Mission pas accomplie puisqu'elle et Léon ont tous les deux été infectés par le parasite. C'est en tentant de fuir vers le château que Luis, avant de mourir, donne à Léon quelques cachets pour ralentir l'infection. Après de moultes péripéties dans le domaine de Salazar, Ashley recapturée et une rencontre avec Ada Wong, Léon débarque sur l'île du laboratoire de Sadler. Ashley est de nouveau libérée, ils parviennent à éliminer le virus dans leur corps. Sadler dévoile son Unlimited Power qu'on dégomme à coups de bazooka. Léon et Ashley quittent l'île avant son explosion et Ada Wong s'enfuit avec un échantillon du virus. Voilà pour ce qui est de l'histoire.
Mikami ne voulait pas refaire une intrigue avec Umbrella et a donc proposé de nouveaux protagonistes comme Salazar et Sadler dans un tout nouvel environnement, ce qui change du manoir Spencer et de Raccoon City du 2 et du 3. Parlons à présent du gameplay. Premier changement, le système de caméra derrière le dos qui nous suit. Fini les plans fixes des anciens RE qui montraient une partie du couloir ou une pièce entière. Elle est bien adaptée pour cet épisode dans lequel on est face à des ennemis de plus en plus nombreux et qui nous encerclent. La caméra donne la sensation au spectateur que le danger peut venir de partout et rend l'action dynamique, là où dans les précédents jeux, affronter un ou deux ennemis était réalisable par des actions lentes et en manque d'énergie. Le jeu n'est pas aussi bourrin que certains le pensent. On a des passages qui nous confrontent à un grand groupe d'ennemis, chacun armé d'une arme de mêlée, de tir à distance ou de bouclier. À nous de bien gérer les adversaires avec la bonne arme. L'idéal reste le fusil à pompe, très pratique pour toucher plusieurs ennemis à la fois et détruire les boucliers. Pour ce qui est des munitions, le jeu reste très sympa, on en trouve d'un peu partout en abondance. Il y a très rarement des moments où on manque cruellement de munitions. Tout est stocké dans un nouvel inventaire, la mallette pouvant être agrandie par les mallettes que vend le marchand, chaque arme, munition et plante prennent un certain nombre de places. Le viseur laser des armes facilite la précision de nos tirs, et ceci est capital pour certains adversaires qui nécessitent un pattern. À nous de bien viser les zones faibles des ennemis. Si c'est la tête, ils sont étourdis pendant quelques secondes, si c'est les jambes, ils trébucheront, etc. etc. Franchement c'est good, tant que tu gardes ton sang-froid et que tu vises bien, y a pas de problème. Oui, je suis une merde. Chose inouïe, on aura des passages de QTE, que ce soit en plein combat ou pendant une cinématique. Ce qui fait qu'un joueur découvrant le jeu comme moi peut se faire avoir facilement. Parce que croyez-moi, le temps de réaction entre le moment où l'instruction apparaît et le moment où on appuie sur le bouton, il est parfois serré. L'aventure est palpitante, on ne s'en lasse pas. Le challenge reste au rendez-vous. Les rares monstres qu'on affronte ont leur propre stratégie à vaincre. L'un des plus terrifiants, c'est l'un des gardes du corps de Salazar quand il te pourchasse. En attendant que l'ascenseur arrive, tu dois le congeler grâce à des bonbonnes pour l'affaiblir. On devra de temps en temps résoudre quelques petits énigmes qui s'apparentent à du puzzle d'orientation. Pour finir, on notera les quelques variétés de gameplay, comme la conduite du bateau et le passage où on joue Ashley, ce qui diversifie l'aventure. Alors, malgré toutes les complications, toutes ces versions abandonnées, ces retours à la case départ, tout ce développement anarchique, qu'est-ce qui a permis la réussite de ce jeu ? On l'a vu, la grande difficulté fut de proposer une nouvelle histoire. Voulant développer une intrigue avec Umbrella, Mikami a décidé de laisser de côté l'entreprise biologique pour partir à la rencontre de nouveaux protagonistes. Cette pièce manquante au puzzle semble être la clé du succès du jeu. Et pourtant, l'intrigue de cet épisode, bien qu'intéressante, n'apporte pas grand chose sur le lore de la série. On retiendra l'existence du parasite des Blagas qu'Ada Wong volera à la fin du jeu. Et puis, la plupart des dialogues ne sont pas terribles. L'ensemble des personnages prononcent des phrases écrites dans un niveau intermédiaire, si ce n'est moins. Salazar parvient à se surpasser, non pas simplement par ses discours, mais par son caractère, ses réactions, ses mouvements. Clairement le meilleur personnage du jeu. Non. Si Resident Evil 4 est considéré comme l'un des plus grands jeux vidéo de la GameCube et de son temps, c'est parce qu'il a redéfini le genre du survival horror, ce dont avait vraiment besoin la série pour se renouveler. La caméra derrière l'épaule fut une nouvelle vision de voir les jeux de tir à la troisième personne et les jeux d'action. Un concept qui sera repris par Gears of War et Batman Arkham Asylum. Oh mon dieu, j'ai trop hâte d'en parler. L'ambiance de cet épisode est excellente. Bien plus angoissant que les précédents opus, les effets sonores renforcent cette frayeur, ainsi que les monstres. Surtout ces horreurs qui se régénèrent. Dès que tu entendais cette respiration, il y en avait un dans les parages, et là, tu n'avais pas le choix. Fallait l'affronter. Grâce à toutes ces nouveautés, le jeu a fait découvrir à de nouveaux joueurs la série de Resident Evil. Son passage vers la GameCube et la PlayStation 2 a porté ses fruits. Plutôt fonctionné par le remake du premier, raté par RE0, il a pu s'adapter aux nouvelles générations de consoles. Resident Evil 4 est devenu un modèle d'inspiration pour de nouveaux jeux, comme The Last of Us de Naughty Dog, les God of War, et continue toujours d'influencer, comme ce fut le cas de Resident Evil Village, qui reprenait bon nombre d'éléments du 4. Pour résumer, ce jeu a permis de franchir une étape sur le game design, le dynamisme et l'action pour les jeux à venir. Si Mikami n'était pas intervenu,
la série de Resident Evil aurait été abandonnée après un nouvel échec commercial. Et même si le jeu a marché, il y a eu des conséquences peu joyeuses. Effectivement, en ayant mis l'accent sur la précision de la visée et les réflexes durant les combats, la série proposa plus d'action, et ses futurs épisodes pousseront un peu trop loin ce concept, devenant un jeu de shoot bourrin en manque d'énigmes et de réflexion. Ce sera une période peu glorieuse pour la série, qui se détachera de ses origines, avant de reprendre un nouveau départ avec RE7. Et en ce qui concerne Mikami, il est envoyé à Clover Studio, aujourd'hui Platinum Game Incorporation, qui regroupe les meilleurs producteurs de la boîte, dont Kamiya. Le studio Capcom Production 4 finira par être dissous en 2007. À partir de là, il ne travaillera plus sur un Resident Evil, et dirigera la réalisation de jeux peu connus comme Shadows of Damned, The Evil Within, et plus récemment Ghostwire Tokyo. Une triste fin pour celui qui aura créé la licence d'horreur la plus populaire du jeu vidéo. Voilà donc l'histoire de Resident Evil 4, le dernier jeu de la série réalisé par son créateur. Et pour le remake, il promet d'être plus spectaculaire, plus effrayant d'après les trailers. À voir s'il va bien adapter tout ce que proposait le jeu original, évitant de reprendre le même modèle que les remakes du 2 et du 3. En tout cas, je souhaite un bon moment pour tous ceux ayant commandé le jeu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. En espérant qu'elle vous a plu, lâchez un pouce bleu, ça aide à soutenir la chaîne. Abonnez-vous pour ne pas manquer les futures vidéos, les liens du Discord et Twitter sont dans la description. Sur ce, maître du portail, on se retrouve très prochainement.